Je me vois moi petit. Je montrais que j'étais bien, mais j'étais pas forcément bien. Voilà, je gardais toujours le sourire, tu vois, pour garder la face devant les gens, mais j'en ai beaucoup bavé. Ça te fait trembler. Je vois Ouais. tes mains qui tremblent. Mais moi, on m'achètera jamais par l'amitié, ni par l'argent. Et pourtant, on m'en a proposé des choses. Des candidats qui t'ont proposé de l'argent? Oui, des sacs à main de luxe, Louis Vuitton, Dior, tout ce que tu veux. Attends, des candidats te proposent ça? Oui, à l'époque où je mettais des sacs à main, justement, tu sais. À l'époque où je mettais beaucoup de sacs à main, on me disait « Ah, t'inquiète pas, je vais t'acheter ce sac à main-là et tu te tais sur moi. » Bonjour Valentin. Salut, ça va? Oui, mais c'est à toi qu'il faut poser la question. Moi, ça va. C'est vrai? Ouais, ça va. Pour de vrai? Aujourd'hui, oui, ça va. Oui. Tu m'as dit que tu étais un petit peu stressé. avant Ouais, qu'on un fasse. peu, je te cache pas, c'est ma première vraie interview, j'en ai déjà eu, mais comme ça, dans ce concept-là, oui, Bon. c'est différent. Valentin, on te connaît sous le pseudonyme de Varouécos. Ça fait 3 ans maintenant Ouais. que tu as la casquette de blogueur télé-réalité. Tu postes, entre autres, énormément d'infos, de scoops, d'exclus, inédites sur les candidats télé-réalité, sur le milieu de l'influence. On va parler avec toi de ton métier de blogueur, comprendre véritablement en quoi ça consiste, quels sont les rouages, quels sont les secrets, quelles sont les pressions, mais s'intéresser aussi à toi, à ta vie, comment tout a démarré, comment le petit garçon que tu étais est devenu un blogueur qui pèse dans le game quand même aujourd'hui de la télé-réalité. J'aimerais qu'on commence par ton histoire de vie, Ouais. Valentin. Tu viens d'une famille nombreuse. Ouais, alors on est 6 enfants. Ouais. Du coup, j'ai 3 sœurs et 2 frères. Ah oui, quand même. Ouais, on est une famille nombreuse, ouais. Comment tu t'es positionné, toi, depuis petit, par rapport à tous ces frères et sœurs? Bah, moi, je suis le 4e de la fratrie, mais je me suis bien positionné. Moi, j'aime bien. C'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément de différence d'âge, donc quand j'étais petit, c'était plus facile de jouer avec eux, etc. Parce qu'on n'était pas non plus. Il n'y avait pas des plus grands ou des plus petits. Tu me comprends? Tu me comprends? Ok, bien sûr. J'aimerais te montrer une photo de toi que tu Ouais. connais peut-être. C'est une photo de toi, enfant, Valentin. T'es mignon comme tout. Et j'aimerais que tu me dises, en regardant cette photo, ce que tu vois. Qu'est-ce que ça te rappelle? Bah, je me vois moi petit. Ça me touche en fait quand on me montre des photos de moi petit, je te jure. Je me vois moi petit. Je montrais que j'étais bien, mais j'étais pas forcément bien. Voilà, je gardais toujours le sourire, tu vois, pour garder la face devant les gens, mais j'en ai beaucoup bavé. Ça te fait trembler. Je Ouais. vois tes mains qui tremblent. Mhm. Attends, j'ai un petit mouchoir, je crois. Tiens. Je voulais pas pleurer en plus. Et je m'y attendais pas du tout maintenant, en plus. Parce que Bah moi, je non. connais un peu ta vie, puisque je m'y suis intéressé pour préparer Non, mais cette c'est interview. dur, tu sais, parce que je parle pas beaucoup de moi. C'est vrai. J'ai l'habitude de parler des candidats de télé, etc. Parce que moi, bah, ma vie, elle est comme tout le monde, tu vois, elle est banale. Je suis pas dans le bling-bling, etc. Mais j'ai du mal à parler de moi, tu vois. Je parle souvent des autres parce que moi, je j'aime pas parler de moi. J'aime bien qu'on croit que tout va bien chez moi, que je souris tout le temps, que je suis heureux. Bah, je le suis aujourd'hui, tu vois, mais je suis passé par beaucoup de phases. Et voilà, quoi, j'ai du mal à me voir petit. Tu penses que c'est peut-être pour ça que tu as choisi, malgré toi, de parler en fait des autres, Ouais. de l'histoire de vie des autres, pour masquer un peu la tienne? C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai du mal à parler de mon histoire à moi. Donc, bah, c'est vrai que c'est plus facile de parler de l'histoire des autres. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que j'évite de regarder la photo. Qu'est-ce qui te fait mal quand tu vois cette photo, quand tu te vois petit? Tu vois quelque chose de particulier dans ton regard? Ouais. Bah, j'en ai beaucoup bavé, comme je t'ai dit. Donc, j'aimerais juste lui dire tiens bon, tu vas avoir beaucoup de choses dans ton chemin, mais ça va bien se finir. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'étais pas bien du tout. Pourquoi tu veux lui dire tiens bon à ce petit Valentin? Parce que je sais que j'en ai bavé et je sais que plus d'une fois, bah, je me suis dit comment ça se fait que je suis toujours là, quoi. Parce que j'en ai bavé et que même si aujourd'hui tout va mieux, j'ai du mal à parler de mon passé ou de mon enfance. En fait, c'est des choses que j'aimerais bien oublier, tu vois. J'essaye d'oublier, je suis un peu dans le déni, si tu veux. D'accord.
J'en parle jamais. Même avec ma famille, on parle pas beaucoup D'accord. de notre enfance, etc. Parce que c'est des sujets un peu tabous dans la famille. On a du mal à s'exprimer sur ça. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal, ouais. Tu veux que je t'aide, je peux? Ouais, si tu veux. Est-ce que ces larmes, elles sont en lien avec le jour où la gendarmerie arrive chez toi, débarque Ouais, chez toi? c'est exactement Quand tu es ça. petite, à quel âge exactement? J'avais 10 ans. J'étais en CM2. Ouais, j'étais en CM2, j'avais 9 10 ans. Et bah, en fait, mes parents ont reçu enfin, des gens anonymement. On ne sait pas encore aujourd'hui c'est qui, parce que bah, du coup c'était une lettre anonyme. Mais c'était une lettre anonyme d'une personne qui avait envoyé ça à la gendarmerie, du coup, en diffamant mes parents, en disant que mes parents nous maltraitaient, si tu veux. Alors que ça n'a jamais été le cas. Ma mère, c'est mon père aussi, je pouvais pas rêver mieux, tu vois. Donc ils ont été diffamés de choses fausses. Et suite à ça, bah, un jour, je rentre de l'école, j'arrive chez moi, je vois ma mère en pleurs, mon père en pleurs, je vois la porte ouverte. Je rentre et je vois 6 policiers. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et j'étais petit, tu sais, je comprends pas, en fait. Et, euh, et mes parents, je vois ma mère qui me regarde en larmes. J'ai du mal, je suis désolée. Et en fait, je lui dis, maman, pourquoi ils sont là? Et elle n'avait pas les mots pour m'expliquer, en fait, elle n'arrivait pas à m'expliquer. Et du coup, le policier, il me regarde, il me dit, prépare 2 sacs remplis de vêtements. Et moi, je comprends pas, en fait. Je cherche à avoir le regard de ma mère, en fait, pour savoir ce qui se passe. Et je vais plus loin dans le couloir, je vois mes frères et sœurs dans leur chambre en train de faire leur sac. Et je me dis, ok, bah, je vais faire mon sac, tu vois. Bah, j'avais pas vraiment le choix. Donc, je fais mon sac. Et en fait, bah, la police, ils nous font sortir de chez nous. Et je vois ma mère en détresse, je vois ma mère pas bien. Et moi, je me souviendrai toujours toute ma vie. J'ai accroché le pull de ma mère et en fait, j'ai vite compris ce qui se passait à ce moment-là. Et je lui ai dit, maman, sors-moi vite de là, en fait, parce que je vais pas supporter. Je vais pas supporter être sans toi et papa. Je vais pas supporter être seule. Parce que moi, ma mère, c'est comme mon duo. C'est, c'est, c'est ma mère, c'est ma reine, c'est celle qui m'a mis au monde. Je pourrais mourir pour elle, je pourrais tout faire pour elle. Et de voir qu'elle était en détresse, alors que moi, à ce moment-là, je la considérais comme une reine, tu vois. Pour moi, quand elle était petite, c'était la plus grande battante, c'était la plus forte, et ça l'est, tu vois. Mais, euh, mais à ce moment-là, je voyais du désespoir dans les yeux de ma mère, et du coup, bah, je suis partie avec la police. Et on était dans un van, du coup, avec mes frères et sœurs, on comprenait pas trop. Et à ce moment-là, on était 5, il n'y avait pas ma petite sœur encore qui était née. Et bah, on nous amène, du coup, au commissariat. On est dans une salle, nous 5. On attend pendant 30 minutes, 1 heure. Et de là, je vois mon grand frère qui part en premier. Donc on ne sait pas où. Je vois ma grande sœur qui part en deuxième, 5 minutes plus tard. 15 minutes plus tard, c'était mon petit frère. Et allez, peut-être 10-15 minutes encore plus tard, c'était moi et ma sœur. Et j'ai eu de la chance, parce qu'à ce moment-là, enfin, j'ai eu de la chance dans ce malheur d'être avec ma sœur, en fait, ma plus grande sœur. Parce qu'il n'y avait plus de famille d'accueil pour accueillir à ce moment-là, qui était disponible, si tu veux. Et du coup, ils ont décidé de nous mettre en foyer tous les deux. Donc c'est comme une famille d'accueil, tu sais, c'est un foyer. Et du coup, je me dirige avec ma sœur, du coup, à ce foyer-là. Et quand je suis rentrée, je ne m'attendais pas que ce soit le début de l'enfer, en fait. C'était horrible pour moi et je l'ai très mal vécu. Et c'est des choses dont, comme je t'ai dit, j'en parle vraiment pas parce que j'ai du mal et je préfère oublier cette histoire, je préfère tout oublier. Mais c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'en parler aussi. Et du coup, j'étais avec ma sœur et ils nous ont mis chambre à côté. On avait tous chacun une chambre, chaque jeune, parce qu'on était plusieurs dans le foyer. Et moi, j'étais à côté de celle de ma sœur et dans la chambre, il y avait un lit, un bureau. C'est tout ce qu'il y avait et c'était vide en fait. Et, euh, et je me rappelle le soir, le premier soir avec ma sœur, on avait ouvert la porte, on s'était mis par terre, tu sais, comme ça, et on se regardait de porte à porte. Et en fait, le seul truc qui me restait, c'était le regard et le soutien de ma sœur. Sinon, moi, je l'aurais pas tenu tout seul. Je te dis la vérité, j'aurais pas tenu parce que bah, j'en ai beaucoup bavé, quoi.
Tu comprenais à ce moment-là que tu étais dans un foyer? Tu comprenais ce qui se passait? Tu avais déjà conscience que des personnes avaient dénoncé des parents pour des faits qui apparemment n'étaient pas la vérité? Je l'ai su quelques jours plus tard. Ben, je me suis vite rendu compte que bah, j'étais en foyer parce que bah, ça se voyait quand même, tu vois. Il y avait plusieurs jeunes. Enfin, j'ai vite compris et ma grande sœur, elle m'expliquait aussi. Et Les gendarmes vous l'avaient expliqué? brièvement, ils nous avaient pas vraiment dit. Je pense que vu comment moi et mes frères et sœurs, on était en crise, je pense qu'ils n'ont pas cherché à nous expliquer. Du coup, ils nous ont juste dirigés à chaque fois au point A ou au point B. Et, euh, et je l'ai vite compris quelques jours après, quand du coup, bah, il y avait des histoires de juges, j'avais des éducateurs, etc. dans le foyer, et les éducateurs m'ont vite expliqué. Et du coup, j'étais dévastée, en fait, je comprenais pas. Et moi, je disais aux éducateurs, mais c'est faux, en fait. Mes parents, ils m'ont jamais maltraité. Genre, on me met en foyer, on me sépare de mes parents, sans réelle preuve, tu vois, alors que c'était faux. Et je leur ai dit, mais vous, enfin, vous voyez bien que je vais bien, quoi. Mes parents, ils me manquent, je veux voir mes parents, c'était la seule chose que je voulais, en fait. Et ça a duré 8 mois. 8 mois, et pendant ces 8 mois, c'était l'enfer. 8 mois en foyer? Ouais, 7, 8 mois. Oui, tu l'as utilisé le mot l'enfer tout à l'heure. Tu as dit, je savais pas quand je suis arrivé là que ça allait devenir un enfer. Pourquoi c'est devenu un enfer? Qu'est-ce qui était un enfer pour toi? Bah, tu sais, moi, on a toujours, enfin, ça se voit ma différence quand même du fait que je sois un peu efféminé, etc. Et quand j'étais plus petit, bah, ça se voyait aussi. Je l'étais très efféminé, je préférais jouer au Barbie, etc. Des jouets dits féminins plutôt. Mais, euh, mais du coup, j'avais un peu cette différence face aux autres jeunes qui étaient dans ce foyer, qui étaient placés aussi. Et en fait, pendant 8 mois, on m'a harcelé. On m'a frappé dessus. Et en fait, si je rendais pas les coups, bah, j'étais mort, quoi. En fait, c'était soit tu te battais, soit tu étais la victime du foyer. Et du coup, moi, comme je suis pas quelqu'un qui se bat, et ben pendant 8 mois, j'ai été la victime du foyer. Et ma sœur, elle pouvait rien faire malheureusement, et je lui en veux pas. Parce que sans elle, j'aurais pas tenu. Mais voilà, et c'était très dur, j'en ai jamais parlé à ma mère. J'en ai parlé récemment ensuite parce qu'elle savait qu'on allait faire une interview et du coup elle a pleuré parce que je lui avais toujours caché ça parce que je me voyais pas lui dire en fait, parce que j'avais honte si tu veux. Donc tu as souhaité lui dire, sachant que tu savais Bah, que tu je allais m'en savais que parler j'allais en potentiellement. parler, C'est délicat de ta part. ouais, donc j'ai préféré lui en parler avant qu'elle sache ce qu'elle pouvait apprendre en fait dû à cette interview. Et bah, elle était dévastée ma mère. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est tabou, on n'en parle pas. Tout le monde essaye d'oublier, on avance. On veut pas repenser à ça. Dès que quelqu'un cite le mot foyer ou quoi dans ma famille, bah, directement, bah, comme c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés, directement, bah, on pleure, quoi. Tu as pu la revoir, ta maman? Tu as pu la revoir, tes parents, pendant ces 8 mois où tu étais en foyer? Non, je voyais seulement ma mère. Je sais que mon père, ça a été très dur pour lui. De... Bah, ça a été dur pour lui en fait, d'être dans cet encadrement-là, si tu veux. Donc, je voyais plus ma mère que mon père pendant les 8 mois. Et ma mère, je la voyais une fois par mois, pendant 1 heure dans une salle. Et il y avait un éducateur qui nous regardait, au cas où ce qu'on pouvait dire ou quoi. Elle en souffrait, ta mère? Ouais, ma mère, elle en a souffert, mais vraiment. Puis il y avait la souffrance, il devait y avoir aussi le sentiment d'injustice. C'est ça, ma mère, elle comprenait pas parce que c'était faux. Et ma mère, elle n'était pas du tout bien. Du coup, directement, elle a fait les démarches d'avocat, etc., pour que bah, on sorte au plus vite, quoi. Elle s'est battue, ma mère, pendant 8 mois, elle s'est battue pour se faire entendre, en fait, parce que c'est pas juste. Et j'avais peut-être 10 minutes d'appel avec ma mère le jeudi par semaine. Et je me souviens un jour à une visite d'1 heure, ma mère, elle m'avait offert, tu sais, avant j'étais fan de Toy Story, et elle m'avait offert une figurine Toy Story. Et c'était Buzz l'éclair. Et j'étais rentrée dans ma chambre. Je l'avais déposée sur mon lit, tu vois, parce que c'était mon seul souvenir d'elle que j'avais dans cette chambre, en fait, parce qu'elle était vide. Je dis la vérité, elle était vide. Et je vais pour manger avec tout le monde. Du coup, quand on mangeait, c'était souvent à 19 h. Il y avait tous les enfants, etc., tous les jeunes, parce qu'on mangeait tous ensemble. Et
Et après, il y avait ceux qui débarrassaient les couverts. Tu sais, on dispersait les tâches dans la semaine. Donc il y en a, ils faisaient le ménage de la salle de vie, etc. Et moi, ce jour-là, j'étais à la vaisselle. Donc je range les couverts, etc. dans le lave-vaisselle, en gros. Et je reviens dans ma chambre et je vois que la figurine de ma mère qu'elle m'avait offerte, elle était détruite. Elle était détruite en deux alors que c'était le seul souvenir qui me restait d'elle, en fait, à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, j'en peux plus. Et pour te dire à quel point j'en pouvais plus, je pensais à comment j'allais pouvoir fuguer d'ici. Je pensais à... Tu te rends compte, à 10 ans, hein, je pensais déjà à ça. Je pensais à comment je pouvais sortir d'ici. Et, euh, et même un jour, j'avais fait une grosse crise dans le foyer. Et ma sœur, elle avait pleuré parce qu'elle me reconnaissait pas, en fait. Parce que j'avais pas l'impression d'être moi là-bas, je te dis la vérité. Je voyais toujours noir. Je voyais rouge, je voulais juste retourner auprès de mes parents. Et un jour, j'avais pris mon shampoing que j'avais dans ma salle de bain parce que les douches, on a une douche dans la chambre aussi. Mais tu sais, c'est tout dans le même espace en fait. Et j'avais mon lavabo et j'avais du coup mon shampoing. Et j'ai fait exprès de mettre beaucoup de shampoing devant ma porte et d'appeler une éducatrice pour qu'elle tombe. Et je voulais qu'elle meure en fait à ce moment-là. Pour te dire à quel point je voulais partir d'ici. Et j'ai jeté tout dans ma chambre, que ce soit la chaise du bureau, que ce soit le bureau. J'ai voulu tout casser, j'ai fait une crise. Ils m'ont enfermé dans ma chambre parce que je faisais une grosse crise et ils ne savaient pas comment me gérer. Et j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus. À quel moment tu retrouves tes parents? Pourquoi au bout du mois? Qu'est-ce qui a décoincé la situation? La justice se sont rendus compte du coup très vite. On a eu de la chance que on est resté quand même 8 mois, mais Ah c'est oui, très peu. vite, il faut les passer 8 mois quand même. Hein. Oui, il faut les passer. Ça a été très dur. Parce que même quand j'allais à l'école, ma mère, elle habitait à 5 minutes de l'école et je voulais partir le soir pour aller la voir en fait. Ils avaient interdiction de Ils avaient interdiction de venir devant l'école, ils avaient interdiction de venir nous voir. Ils ne pouvaient pas, et sauf que moi, je voulais le faire un soir et je voulais aller à côté de chez moi pour voir ma mère un peu, quoi. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de rentrer là-bas et de souffrir tout le temps alors que j'étais heureux, en fait. Je me suis dit, c'est quoi cette injustice? J'étais très heureux et on me met dans quelque chose alors que c'est faux, quoi. Et même pour te dire à quel point j'en ai bavé aussi, quand j'étais à l'école, parce que du coup, le foyer était à 30 minutes de mon école à l'époque. Et il y avait un taxi qui devait me chercher le soir et il venait jamais me chercher. Alors que c'est un taxi qui est pris par le foyer, du coup. C'est un taxi qui vient chercher tous les enfants. Et moi, il venait jamais me chercher. Et j'attendais pendant 1 heure dehors dans le froid tout seul, alors qu'il n'y avait plus de profs, il n'y avait plus d'élèves, il n'y avait plus personne. J'étais devant l'école et j'attendais. J'avais pas de téléphone à ce moment-là, je pouvais appeler personne. Pourquoi ils venaient pas te chercher? Je sais pas, je l'ai jamais su, mais ils venaient jamais me chercher. Et les autres, ils étaient tout le temps ramenés au foyer à l'heure. Il y a eu au-delà des excuses, il y a eu une compensation, même si on s'en fout du matériel, mais il y a eu quelque chose pour réparer cette erreur qui semble avoir été commise Comment ça? auprès de tes parents, enlever leurs enfants? Non. La justice a dit très vite, enfin très vite. Tu me comprends, en fait, je fais par rapport aux autres enfants, parce qu'il y en a qui restent jusqu'à leur majorité, et c'est très rare de rester moins d'1 an ou quoi que ce soit. Et nous, on est sortis très vite, parce que la justice, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait rien, et que c'était juste de la diffamation qu'on avait fait sur mes parents. Et ils n'ont rien eu en retour, mes parents. Comment tu l'as vécu ce moment quand tu as retrouvé tes parents? Je ne te rends pas compte, Sam. Je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on allait au tribunal, parce que nous aussi, on y allait, en fait, on était devant le juge et nous, on était tous les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Et en fait, on ne pouvait pas les prendre dans nos bras, on pouvait juste les regarder. Et moi, je regardais ma mère tout le temps et je lui disais, j'en peux plus, quoi. Ça a duré 2 heures déjà, le tribunal. Et ma mère, elle me voyait mal et elle n'en pouvait plus. Et je leur disais, et moi, j'ai dit à la juge, parce qu'ils nous donnaient un peu la parole à tous, et je leur disais, mais c'est n'importe quoi, je veux juste retourner auprès de mes parents, en fait. Je veux pas rester là. J'étais très heureux avant. Là, en fait, vous me faites vivre un enfer. Je suis pas bien tous les jours. Je pense à des idées sombres. Je veux plus être là, en fait.
Ça sert à quoi si j'ai pas mes parents? Et du coup, la juge, elle a très vite compris. Elle voit les 5 enfants qui, à chaque fois, on voyait nos parents, bah, on voulait que ça, en fait. Donc, ils se sont vite rendus compte, 8 mois après, bah, que c'était juste une fausse déclaration. Et alors, ça paraît dingue de vivre une chose pareille sur la base d'une fausse déclaration, mais au moment où on parle, aujourd'hui, vous ne savez toujours pas qui est à l'origine de cette fausse déclaration? C'était un anonyme et j'ai d'ailleurs posé encore la question à ma mère avant-hier, avant l'interview, pour savoir. Et elle ne sait toujours pas aussi. Elle a des doutes, forcément. Elle pense que c'est des gens qui sont proches de nous, parce qu'on ne voit pas quelqu'un qui n'est pas proche de nous le faire. Enfin, c'est pas possible. Mais ma mère, elle m'a dit que, en fait, c'était un moment où elle était en guerre avec toute sa famille. Et elle pensait que c'était par pure jalousie. Parce que nous, on était bien et qu'on avait rompu les liens avec eux et qu'on était très bien. Parce que maintenant, je peux pas je peux pas me persuader que ce soit ça, mais c'est une idée de ma mère. C'est une possibilité. C'est ce qu'elle pense en tout cas. Et est-ce que tu penses que c'est tout ce que tu as vécu aussi dans ce foyer où tu m'expliquais que tu as vécu la violence de la part des autres enfants de ton âge qui fait que Plus grand que moi souvent. qui fait qu'en grandissant un petit peu, en étant au collège, tout ça, tu as commencé à avoir une phobie scolaire? Ouais. Du coup, j'étais en CM2. Je suis rentré. On a été remis à nos parents 8 mois après, du coup. J'étais en sixième. Et j'ai commencé 3 mois dans un collège, mais je suis vite partie parce que c'était trop loin de chez moi, etc. Et j'ai été à un collège plus près de chez moi, à 5 minutes. Et du coup, je fais ma première année, sauf que j'arrive en cours de scolarité. Donc c'était très dur pour moi de m'intégrer dans une classe où tout le monde se connaissait, tout le monde était copain. Et moi, j'arrivais et on ne savait pas qui j'étais, quoi. En plus, avec ta différence aux yeux des autres. Et ça se voyait encore plus en sixième parce que du coup, je m'affirmais de plus en plus, même si j'ai eu du mal. Et du coup, arrivé en sixième, les 2 premiers jours, je me faisais harceler par rapport à ma différence. Et pareil, ça a été le même boucan pendant ma sixième. Et j'allais plus à l'école, en fait. Du jour au lendemain, j'ai dit à ma mère, je veux plus y aller. Ah, tu pouvais plus. Je peux plus. Je tiendrai pas. J'ai dit à ma mère. Et ma mère, elle essayait de m'emmener quand même, parce que c'est important. Et sauf que ma mère, quand elle me réveillait le matin, je faisais des crises. Quand elle essayait de me tirer la couette pour m'emmener, tu vois, doucement, elle m'enlevait la couette pour que je puisse aller déjeuner ou quoi. Et je tirais la couette violemment parce que je voulais vraiment pas que ma mère me réveille, en fait. Je voulais pas y aller. C'était une terreur pour moi. Tu faisais quoi à l'école? Pareil, ça m'insultait de tous les noms. Tu sais, sale pédé, t'es un pédé, tu t'assumes pas. Toutes les horreurs qu'on a pu déjà entendre, quoi. Il te faisait en plus ton, entre guillemets, coming out, out, alors que toi-même ne le faisais pas et ne savais peut-être même pas où est-ce que tu en étais dans ta vie. Exactement. Je ne par savais rapport même pas à qui tu étais. Je savais pas qui j'étais à ce moment-là. Et très dur, ça. Et on m'a posé une étiquette dès mon enfance, en fait. On m'a dit, toi, t'es pédé. On m'a toujours dit ça. À chaque classe, on m'a dit, toi, t'es ça. Et sauf que moi, à ce moment-là, tu sais, je savais pas. Moi, j'étais en sixième, je pensais pas à ça forcément, en fait. Je veux juste faire ma scolarité comme tout le monde. Je veux être tranquille. Je veux apprendre l'école, mais pas qu'on m'insulte tous les jours de pédé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien demandé à personne. Vous êtes qui, vous, pour savoir qui je suis, moi, avant moi, que je le sache? Donc voilà. Et ça a été une horreur. Et pendant, 5 mois, j'ai pas été en cours. J'ai allé peut-être 1 ou 2 fois pour faire plaisir à ma mère la semaine. Sauf que c'était impossible pour moi. J'arrivais vraiment pas. Et dès que j'y allais, j'allais à l'infirmerie et je disais que j'avais mal au ventre. Je voulais appeler ma mère et ma mère venait me chercher. C'était impossible. Elle a ressemblé à quoi ta scolarité par la suite? Tu as pu quand même suivre un parcours? Par la suite, ça a été de mieux en mieux. Parce que du coup, je me suis un peu plus intégrée. Mais pareil, hein, toute ma scolarité, je me suis fait des amis. Mais les personnes qui m'entouraient dans chaque classe, pareil, c'était les mêmes insultes. Jusqu'à ma 3e, jusqu'à aujourd'hui où ça me poursuit aussi, tu vois. Mais c'est vrai que quand toi-même, tu ne sais pas qui tu es encore, c'est dur en fait que les gens ils disent à ta place qui tu es en fait. J'ai rien à recevoir de vous, sachez déjà qui vous êtes vous avant de savoir moi qui je suis.
Et du coup, voilà, ça a été après en cinquième, ça allait mieux, mais c'était quand même pareil, j'avais du mal. En quatrième, ça allait mieux. La quatrième, j'ai bien aimé. C'est à partir de quel âge que tu fais ton CAP coiffure? Après ma troisième, j'avais 16 ans. J'ai fait CAP coiffure, pareil, pendant un an à peu près. J'ai pas duré longtemps parce que j'ai eu aussi des complications, mais c'était pareil, tu sais, Par rapport à quoi? par rapport à ma différence, etc. Parce que c'est vrai que j'étais dans un salon où on était beaucoup d'apprentis et eux s'assumaient, contrairement à moi. Ah. Et donc? Et donc, bah, on a voulu me coller encore une étiquette alors que moi, je ne savais pas encore qui j'étais. C'est-à-dire que Et tous les jours, on me disait, par exemple, tu sais, en coiffure, tu as une salle derrière pour manger, etc. Oui. Et, euh, et en pause, à chaque fois, on me disait, oui, mais c'est quand que tu comptes t'assumer? C'est quand que tu comptes dire que tu es gay? C'est quand que tu comptes dire ci, que tu comptes dire ça? Donc de la part de personnes qui l'étaient, eux? Ils l'étaient eux ou même pas, hein. Il y avait d'autres collègues qui l'étaient pas, bah, tu sais, c'est des femmes. Mais pareil, on me pointait du doigt, on me disait, toi, t'es gay. Donc en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi tu ne disais pas ouvertement Voilà. Eh oh, coucou tout le Et monde, ça leur je suis gênait que gay. j'assume pas. Allô, donnez-moi un mégaphone. Et en plus, ils utilisaient le cliché, tu sais, t'es en coiffure, bah t'es gay. Sinon, tu serais pas là, tu serais en boulangerie ou autre. Alors qu'il n'y avait rien à voir. Moi, de base, déjà, je voulais faire un CAP pour la barbe, tu sais, barbeur. Sauf que je pouvais pas en plus. Parce que il faut d'abord passer 2 ans de CAP coiffure avec les femmes. Et tu apprends les hommes aussi un peu. Mais tu peux pas faire directement homme. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, comme j'étais avec les femmes, bah, on m'a directement mis dans cette catégorie-là. Mais sauf que moi, à ce moment-là, je ne savais pas qui j'étais. En fait, tu t'es senti toujours forcé pendant À ton le enfance, dire, adolescence, de mais faire un coming out. mais c'est exactement ça. Depuis petit, on dit pour moi que je suis gay. Limite, quand on me présentait à d'autres personnes, on me disait « Ah, le gay !» Alors que moi, je ne l'avais jamais dit de ma propre bouche, tu vois. Et les gens disaient que j'étais gay alors que moi, je ne le savais pas encore à 16 ans. Toi, tu la vivais comment à ce moment-là, j'y mets des gros guillemets, hein, sexualité? Ben, je suis sorti avec des filles à ce moment-là. Moi, c'est pour ça que ça m'énervait, tu vois, qu'on dise... Enfin, ça m'énervait pas, mais tu sais, c'est frustrant. Tu sors avec une fille et on te dit que t'es gay. Enfin, même pour la fille, c'est un peu... tu vois, enfin... C'était une façon, et tu peux toujours me dire, Valentin, si tu veux pas répondre à une question. Sache, une interview, c'est toujours comme une partition à 80 pour moi. On joue ensemble ou on joue pas. Est-ce que c'était une couverture? C'était une couverture. Je pense qu'à un moment donné, je voulais prouver aussi aux gens que bah, je l'étais pas, en fait, juste pour... parce qu'on me le disait depuis petit, tu vois. Depuis petit, on me disait que j'étais gay et à un moment donné, bah, je leur disais non, regardez, je sors avec des filles. Mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas sûr de qui j'étais. Tu sais, moi, je l'ai su très tard, qui j'étais, et quand j'ai commencé à me chercher. Mais à 16 ans, non, je ne pensais pas à tout ça. Je sortais avec des filles, j'ai eu une relation d'1 an et demi avec une fille. Ça s'était très bien passé. Mais oui, on n'a jamais été plus loin, parce que moi, j'avais du mal. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'étais un peu... je savais que que je commençais à avoir des doutes sur ma sexualité, mais voilà, quoi. Tu sentais que c'était pas très naturel. C'est ça. On le sent, hein. Ben, on le sait. Même si on a du mal à mettre des mots dessus et même si on fait tout pour se dire non, non, jamais de la vie. D'ailleurs, pour te raconter l'anecdote qui est assez drôle, parce que je rigole souvent avec elle aujourd'hui, l'une de mes meilleures amies, c'est mon ex. C'est vrai. Et alors aujourd'hui, c'est ma meilleure amie et on est tous les jours ensemble et pourtant, c'était mon ex. Et des fois, on rigole de ça parce que c'est drôle à l'heure d'aujourd'hui de penser à ça, quoi. Mais ouais, c'était mon ex. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet tabou dans ta famille. La sexualité? Oui, un peu. Pas avec ma mère. Avec mes frères et sœurs, un peu. Je ne l'ai jamais dit de haute voix, de vive voix. Je leur ai jamais dit que j'étais gay. Je pense que il n'y a pas besoin de le dire. En fait, je me suis jamais senti besoin de faire un coming out, en fait, si tu veux. Je suis qui je suis, point barre. Si ça plaît pas, tant pis. C'est-à-dire, toi, tu es anti-coming out. Tu ne comprends pas. C'est pas que je comprends pas, je peux comprendre, mais moi, c'est pas ma façon de faire. Je peux comprendre aussi. Je me vois pas dire je suis gay et faire un coming out. Je suis qui je suis. Je suis une personne avant tout. Je suis Valentin. Voilà, pour moi, c'est pas non plus ce qui me représente en premier, tu vois, le fait que je sois gay. Bah, c'est vrai. Bien sûr. Je me vois pas à chaque fois que je rencontre quelqu'un dire bah, je suis gay. C'est pas ta carte de visite. C'est ça.
je suis pas là pour être l'amigué ou autre, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec mes frères et sœurs, j'en ai jamais vraiment parlé. Je pense qu'ils se doutent, mais je sais que ma grande sœur, elle est un peu dans le déni, je pense. Parce que des fois, quand elle vient me voir à la maison, elle me dit alors, t'as une petite copine? Et moi et ma mère, on se regarde en rigolant. Parce qu'on est gênés, tu vois. Et moi, je suis le premier gêné. Mais j'en ai jamais réellement parlé avec mon père aussi. Même si je sais que ma mère lui a dit quelques mots sur ma sexualité, forcément. T'as quel âge, Valentin? J'ai 20 ans. Oh, t'es un bébé. Oui, j'ai eu 20 ans il y a 2 mois. Mais, euh, mais ma mère, oui, c'est la première à qui j'ai dit. Et elle a très bien reçu la nouvelle, elle m'a très bien accepté. Et au contraire, elle est toujours là pour moi. Ma mère, c'est ma vie. Je meurs pour elle, je vis pour elle. Si je peux lui offrir un château demain, je lui offre un château demain. Et donc, t'es né, ce qu'on comprend, dans une grande famille, puisque vous êtes beaucoup de frères et sœurs, et une famille chrétienne, c'est ça? Ma mère est chrétienne. Ta mère est Mais chrétienne. mes frères et sœurs, non, ils ne sont pas dans la religion. Ils ne sont pas forcément dans la religion. Mon père, il va des fois à la messe avec ma mère. Vous avez été baptisé? J'ai été baptisé, moi, quand j'étais petit, ouais. Oui. Donc, vous n'avez pas grandi avec les valeurs du christianisme? Pas forcément. Ma mère, elle m'en parlait souvent quand tu sais, j'avais 14-15 ans. On en parlait des fois parce que moi, j'ai accompagné mes parents avant à la messe avec ma mamie. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 13 ans, je les accompagnais à la messe tous les dimanches. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé plus que ça, en fait, si tu veux. Oui, donc là, tu n'avais pas un attrait particulier pour la religion Non, dans laquelle tu baignais c'est et au ça. travers de laquelle tu étais né. Exactement. Ok. Alors, c'est à quel moment que tu décides de faire tes choix et de t'intéresser à l'islam? Parce que tu t'es converti récemment, hein? Il y a un an Il y a maintenant, un an. ça fait un an. J'étais dans une période où j'étais très seul, où je suis parti à 1 heure de chez moi, parti vivre plus loin de chez mes parents, dans un appartement où j'étais seul. J'avais coupé un peu les ponts avec mes proches, mes amis, etc., parce qu'il y avait eu des différends. Et du coup, je m'étais retrouvé très seul à ce moment-là et je voulais plus voir personne. C'est pour ça que je suis parti un peu plus loin de ma famille. Je leur ai jamais dit pourquoi, parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi. Mais j'avais juste besoin de me sentir seul, Besoin aussi de vivre pour toi, de découvrir qui tu besoin de, étais. voilà, de prendre du temps pour moi, de respirer un peu, de souffler sur tout ce qui m'arrivait, parce que voilà, c'était une période aussi difficile à ce moment-là. Et je me suis retrouvé seul dans mon appartement où j'ai fait un peu un burn-out à un moment donné. Je sortais plus du tout. Je faisais croire à ma mère que je sortais voir des amis alors que la ville où j'étais, j'avais pas d'amis, si tu veux. Mais juste pour pas l'inquiéter, je faisais croire que je sortais parce que je sais que ma mère, elle s'inquiète beaucoup pour moi à chaque fois. Dès qu'elle voit que j'ai un petit stress ou quoi, elle s'inquiète. Donc voilà, je voulais pas qu'elle stresse et je voulais faire les choses bien. Et non, je sortais jamais. Je sortais peut-être une fois dans la semaine, mais juste pour faire mes courses. Et je rentrais et j'étais seule. Et j'étais dans une période où j'étais très seule justement et j'avais besoin de me sentir bien et j'avais besoin de me sentir soutenue, etc., si tu veux. Et j'étais sur TikTok et je regardais un peu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux et je tombais souvent sur des TikTok sur l'islam où il y avait des imams qui parlaient, etc., et ils expliquaient un peu la religion. Et pendant 2 mois, je regardais, à chaque fois, je tombais tout le temps sur des TikTok sur l'islam. Et je m'étais dit que ce n'était pas un hasard, donc je me renseignais bien. Et pendant 5 mois, je me suis renseigné à fond. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de livres, etc., pour savoir si c'était sûr. Il ne faut pas se lancer dans quelque chose si on n'est pas vraiment sûr. Donc je voulais être certain de ma décision. Et quand j'ai vu le bien que ça m'a apporté et le soutien que ça m'a apporté, alors que pourtant, tu sais, à ce moment-là, j'avais plus personne autour de moi, mais je me sentais écoutée, je me sentais bien, je me sentais... voilà, quoi, c'était magnifique pour moi. Et donc, j'ai décidé de passer le cap et du coup de me convertir à l'islam. Et depuis, bah, ma vie, c'était génial, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte? Du, du bonheur, ça m'apporte de l'apaisement. Je suis plus apaisé qu'avant. Je suis plus le Valentin que j'étais il y a 2 ans. Mais c'était un Valentin il y a 2 ans qui était très sombre et qui voulait juste se montrer et c'était plus moi. Tu sais. J'ai toujours assumé qui j'étais. Hein. Attention, j'ai toujours assumé l'événement que j'ai pu porter, dit féminin, etc., avec des sacs à main et tout. Je m'étais d'ailleurs montré comme ça sur les réseaux sociaux au début. Mais c'est vrai que c'était surtout un personnage, si tu veux.
Je rentrais chez moi, je me démaquillais et je pleurais devant mon miroir parce que je savais que, bah, je sais pas, j'avais un mal-être en moi. Et je voulais juste me montrer. J'étais dans une période où je me sexualisais beaucoup, tu sais, sur mes photos, etc. Et sauf que je me reconnaissais plus. Je me disais, mais je sais pas, en fait. Et Est-ce que tu faisais ça parce que c'est ce que tu voyais sur les réseaux sociaux, parce que tu avais compris que c'était ce qui, ce qui ou est- c'est ce qui génère ou générait du c'est exactement like, une ça. pause suggestive, C'est par exemple. exactement ça. Quand j'ai vu que voilà, ça marchait bien, du coup, j'ai voulu faire plus à chaque fois. Que ce soit les vêtements, que ce soit les ongles, que ce soit... Même si voilà, j'aimais bien à ce moment-là qui j'étais quand même, mais j'étais pas moi au fond, tu vois. C'était juste pour me montrer sur les réseaux sociaux, tu vois. Et j'ai été jusqu'à la chirurgie. J'ai été, comme je t'avais déjà expliqué à la dernière Aja, tu Les le rappelles, lèvres. j'avais fait les lèvres, j'avais fait le nez, j'avais fait la jawline, Attends. T'avais fait les lèvres, je m'en souviens. j'avais fait 3 fois. Les lèvres, t'avais fait imposant, hein. C'était énorme, c'était même plus que Maëva Guénam, je crois. Oui. Mais sans rire, hein. Mais ça te faisait pas souffrir? On sent pas? Non, c'était... j'arrivais pas à parler. C'est pour ça que je comprends Maëva des fois. J'arrivais pas à parler, je mâchais les mots, si tu veux. Mais, euh, mais ouais, je voulais toujours faire plus et je voulais jamais m'arrêter. Le nez, t'avais fait quoi? J'avais fait pour enlever une bosse, une petite Ok. bosse qui me gênait. Avec un peu d'acide hyaluronique? Voilà. Et la jawline, c'est là? Et j'avais fait là. Et t'as tout enlevé? J'ai tout enlevé. Justement, quand je me suis intéressée à l'islam, etc., j'ai tout enlevé. Et quand j'ai tout enlevé, je me suis regardée devant le miroir et je me retrouvais moi, tu vois. Je voyais mon vrai visage. J'étais plus gonflé, j'étais plus botoxé. Donc ça veut dire, et c'est en toute honnêteté que je te pose la question, et je suis persuadé que tu vas me répondre en toute honnêteté aussi, Valentin, ça veut dire que, jeune ou moins jeune, on peut tous, à un moment donné, être influencés par des images qu'on voit en masse. Complètement. Et Sur moi, les tu réseaux. sais, comme j'étais à ce moment-là dans le milieu de la télé-réalité il y a encore un an, j'étais en pleine explosion en plus. Je commençais à vraiment prendre sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que je voulais toujours faire plus pour faire du trash en fait. Je voulais clasher les candidats avec mon botox plein la figure. Tu vois, je sais pas, je voulais leur ressembler en fait. J'étais dans une période où tellement je parlais d'eux, tellement je les regardais matin, midi, soir, et ben je me suis dit je vais être comme eux. Tu les trouvais comment? Bah, à ce moment-là, je voulais être comme eux, quoi. J'aimais Pourquoi? bien, je sais pas, parce qu'ils étaient dans le trash, ils étaient dans le bad buzz et ils étaient refaits. Je me suis dit peut-être que ça va m'enlever des complexes. Moi, ça, quand je voyais par exemple Maëva s'enlever un complexe du visage et que moi c'était le mien, bah, je me dis pourquoi pas faire ça, quoi. Le trash, ça te faisait rêver? Ouais, à ce moment-là, j'étais très trash. Je me clashais tous les 4 matins avec un candidat. Pourquoi ça te plaisait? Tu voyais ça positivement, en fait. Oui, à ce moment-là, parce que voilà, j'ai été baigné directement en grandissant. Moi, tu sais, ma période d'adolescence, je l'ai fait très tard, si tu veux. Parce que je suis resté très enfant pendant un bon bout de temps, jusqu'à mes 16 ans. Et à 17 ans, je me suis lancé sur les réseaux et c'est là où je commençais à être adulte, entre En guillemets. plus, ça veut dire que tu as commencé tôt, et j'ai le souvenir que blogueur, ça a pris vite, toi, quoi. Oui, On te connaissait pas, et on t'a connu. c'est vrai. Hein? Tu sais qu'on me le dit tout le temps, mais c'est vrai, Comme moi. Lady Gaga, à l'époque. Du jour au lendemain, on avait entendu qu'elle. Mais c'est vrai que j'ai pas compris en fait. Je sortais des scoops, je voyais que ça plaisait et je voulais faire toujours pire. Sauf qu'en fait, avec réflexion, aujourd'hui, il y a des choses que je regrette. T'étais heureux? Non. Qu'est-ce que tu regrettes? Par exemple, d'avoir dévoilé les penchants sexuels d'un homme qui se disait hétéro à la télé. Ça, tu l'avais Sexuel avec sorti? un homme, oui. Un homme hétéro, ah oui, je te dirai le prénom parce que je veux pas le redire du coup. Ah d'accord, ok. Est-ce que je Tu- m'en suis voulu? Mais tu avais révélé son identité à l'époque. En fait, si tu veux, j'avais sorti un scoop il y a 1 an et demi sur un candidat des Princes de l'amour qui avait eu une relation avec un homme. Et moi, j'étais dans cette période très trash. Et je me suis dit, waouh, le scoop. Je m'en souviens. Ah oui. Et je me suis dit, waouh, le scoop. J'avais les vidéos, j'avais tout. Et à ce moment-là, en fait, je me rendais pas compte que j'étais tellement... Je voyais que noir, je voulais juste faire du buzz. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais que mes scoops, ils marchent, qu'on me connaisse, etc. Sauf que j'ai pas utilisé forcément la bonne manière. Mais aujourd'hui, je regrette, mais je regrette pas parce que je sais comment je suis vraiment. Tu sais. Mais à ce moment-là, oui, j'ai regretté avoir fait le coming out d'une personne. Et c'est très grave. Qu'est-ce que tu regrettes d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais
Ce serait quoi tes mea culpa? Peut-être que par rapport à Mila Jasmine aussi, tu te rappelles de l'affaire où j'avais dévoilé l'identité de son mari, mais encore une fois, j'étais dans ma période très trash où je voulais vraiment exploser, où je voulais vraiment que les candidats ils aient peur de moi, où je voulais vraiment, tu vois. Tu avais subi une agression par la suite. Hein. Oui, oui. Mais justement, par rapport à ce scoop, oui, j'ai regretté après avoir dévoilé l'identité de son mari. Mais après, en fait, si tu veux, mes abonnés, en fait, ils voulaient tellement voir sa tête que moi, j'ai tout donné pour avoir sa tête. Tu vois? Parce que c'était le scoop à ce moment-là. Tous les blogueurs voulaient la tête du mari de Mila Jasmine. Et je me suis dit, je vais peut-être être le premier à la voir. Et mes abonnés, comme tout le monde voulait savoir, on était un peu curieux. Tu sais, c'est curiosité malsaine, si tu veux. On veut savoir, mais tu vois. Comment tu l'as obtenu, la tête du mari de Mila Jasmine à cette époque? C'est des abonnés à moi qui étaient sur Dubaï et qui les avaient pris à la Fashion Week. Et il y avait même Marinelle Rimmer à côté. Ok. Et comment tu avais obtenu la vidéo de la personne que tu avais outée? Du candidat que tu avais outé? C'était, malheureusement pour lui, c'était son ancienne meilleure amie. Mais comment elle a fait? Elle n'était pas là quand ils ont... Si, justement. En fait, ils avaient fait une soirée à trois. Et du coup... Oh, pardon. Ce sera bipé. Ouais. Ça l'a été. Ok. Et du coup, ce candidat-là... Mais c'est parce que je parle tellement, tu sais, avec le vrai. Je parle vraiment, donc je ne fais pas attention à ce que je dis. Mais du coup, ce candidat-là était en soirée avec les trois personnes. Enfin, ils étaient trois. Et ils sont rentrés, du coup, chez eux. Et ils ont dormi ensemble, si tu veux. Sauf que son ancienne meilleure amie était partie promener le chien. Elle disait que c'était pour ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Et en fait, quand elle est rentrée, elle les a vus tous les deux dans le lit. Et elle m'a envoyé les vidéos. D'accord. Et on voit la personne homosexuelle toucher les parties intimes de ce candidat-là, qui était en diffusion. Et voilà. Et j'ai vite regretté après. Il y a d'autres histoires comme ça que tu regrettes? Je pense pas. Je pense pas. Après, je fais quand même très attention à ce que je poste, surtout à l'heure d'aujourd'hui, vu que je sais que je suis très suivi. Je fais très attention. Et ça t'a donné une responsabilité, Ouais. en fait. Hein. Je fais attention à ce que je peux poster, ce que je peux me permettre ou ce que je peux pas. Je veux plus non plus aller dans la vie trop intime des candidats. Je les laisse quand même, chacun a le droit à sa vie privée. On le sait autant qu'eux, tu vois. Alors tu dois t'asseoir sur beaucoup de scoops. Ah, oui, si tu savais, Sam. Et pourtant, je pourrais finir, tu vois, je pourrais vite monter, mais c'est plus mon but à l'heure actuelle. Et puis en plus, tu dois avoir une conscience aujourd'hui même de la loi, du droit. Parce que blogueur, quelque part, même si c'est pas journaliste, il y a des investigations, il y a plein de facettes qui ressemblent au métier de journaliste, qu'on le veuille ou non. C'est vrai. À l'époque, tu ne devais pas avoir cette conscience de la loi. C'est quoi la diffamation? C'est quoi les limites de la diffamation? C'est quoi la liberté d'expression? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Jusqu'où je peux aller? Jusqu'où je peux dire ça ou non? C'est exactement ça. Tu sais que moi, quand j'ai commencé blogueur, je ne savais pas c'était quoi tout ce que tu viens de me dire. Je diffamais peut-être, j'employais des mots peut-être qu'il ne fallait pas, je faisais des façons de faire qu'il ne fallait pas. Je n'étais conscient de rien. Moi, je postais juste mon scoop. Ça faisait du buzz, ça faisait pas de buzz, voilà. Mais T'es content quand ça faisait du buzz? Oui, quand même. Je ne vais pas être hypocrite, oui, ça me faisait plaisir. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment plus ce que je revendique. Ça t'a amené beaucoup de problèmes, tout ça? Ah oui. Je me fais insulter tous les jours par les candidats. C'est devenu une habitude. Je me réveille, j'ai une insulte par un candidat différent. Encore il y a une semaine, ça ne me gêne pas de dire son nom parce que je l'ai mis sur Instagram, mais Ilan CTO m'a insulté de tous les noms. Il m'a dit que j'allais mourir en enfer, que j'étais un sale pédé de merde, que je faisais que sucer des bites et que je me prenais une bite avant de prier. Voilà. Les pires horreurs qu'on peut me dire en un message. Ça t'a pas fait mal? Ça m'a pas fait mal, mais j'ai trouvé ça osé de sa part. Parce que bon, si eux, on devait parler d'eux, à un moment donné, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis vengé après, sur Ilan. Parce que, oui, ça m'a quand même gêné qu'il m'insulte, tu vois. Et du coup, après, j'ai sorti l'info que je venais juste d'avoir à ce moment-là. Mais c'était un trésor pour moi. C'est dingue. Mais tu sais, quand il m'a insulté ce jour-là, c'était il n'y a même pas 2 semaines, j'ai affiché les captures dans ma story. Et je connais très bien son ancien associé, qui m'a directement contacté, que j'avais déjà des contacts avec lui, et qui m'a balancé toutes les histoires de proxénétisme.
Tu te Ah, les rappelles. histoires en lien avec mime. Alors, ouais, tu dis proxénétisme, mais il faut faire attention parce que c'est pas considéré comme du proxénétisme Oui. à partir du moment où c'est sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a pas la, entre guillemets, la vente d'un corps en échange d'une relation, tu vois. Oui. Ah, bah, regarde mes stories, Sam, parce qu'il faisait aussi des vidéos avec les filles, hein. Et du coup, j'ai sorti tout ça et je pense que bah, ça l'a calmé, vu qu'après, il a plus fait de story du tout, il m'a plus envoyé de messages et il m'a bloqué de partout. Mais à un moment donné, moi, je me laisserai plus jamais me faire insulter par des candidats, en fait, il est hors de question. Tu as beaucoup de liens avec les candidats? Beaucoup, oui, mais tu sais, il y a lien et lien pour moi. Il y a les candidats, c'est juste pour le travail. Et il y a des candidats où c'est un peu plus intime, où on parle vraiment de notre vie, tu vois. Tu es ami avec certains candidats? Oui, comme Mélanite, Sarah Fressou, il y en a beaucoup, tu sais, Inès Lee, tu sais, de l'île des Vérités à l'époque, Romane, l'ex d'Anthony, Amélie Netelme, que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup, oui, il y en a pas mal. Après, là, j'aurais pas forcément les noms. Noémie Mabel aussi, Et tu serais capable de sortir des histoires sur eux? je l'ai déjà fait. Donc Ouais. ça veut dire que c'est pas parce que tu es ami On m'achètera jamais que ça. tu t'empêcherais de faire ton travail. On Il y en m'achètera a beaucoup jamais qui par comprennent pas l'amitié. Oui, mais moi, on m'achètera jamais par l'amitié, ni par l'argent. Et pourtant, on m'en a proposé des choses. Des candidats qui t'ont proposé de l'argent? Oui, des sacs à main de luxe, Louis Vuitton, Dior, tout ce que tu veux. Attends, des candidats te proposent ça? Oui, à l'époque où je mettais des sacs à main, justement, tu sais. À l'époque où je mettais beaucoup de sacs à main, on me disait, ah, t'inquiète pas, je vais t'acheter ce sac à main-là et tu te tais sur moi. Et des candidats qui me disaient ça, et des candidats qui me proposent aussi de l'argent, mais moi, on peut le voir très bien, mes stories, je balance tout. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je serais à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis assis sur beaucoup d'argent pour rester le plus neutre et dans ce milieu. Je voulais pas avoir une image de vendu. C'est ma pire horreur. Ça, c'est pour tes liens avec les candidats. Est-ce qu'il peut y avoir des personnes dans le milieu, dans le métier, type production, type agence de placement de produits, qui sont ou ont pu être en lien avec toi? Oui, tu sais, moi, je vais te dire un truc. Il y avait une production qui m'avait jeté des paillettes dans les yeux à un moment donné et qui m'avait dit, tu sais, c'est un moment donné où je balançais beaucoup sur cette télé-réalité-là. Et je La balançais, réalité qui cartonnait? ouais, et je balançais beaucoup trop de scoops à leur goût. Avec des candidats très stars? Oui, 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 des candidats stars qu'on connaît. Et je balançais beaucoup trop de scoops à leur goût et ils avaient carrément interdit le téléphone des candidats pour les placements de produits à cause de moi. Parce que justement, ils avaient peur que ça vienne des candidats, alors que pas du tout. Si tu savais, ça venait de la production eux-mêmes, en fait. Des gens de la production, tu sais, ça arrive souvent, voilà, on balançait des scoops. Mais du coup, ils pensaient que c'était les candidats. Et sauf que, bah non. Et ils m'appelaient et ils demandaient carrément aux candidats de m'appeler pour essayer de me soudoyer et de savoir qui balançait les infos et que j'arrête de balancer les infos. Et ils m'ont carrément proposé, non mais tu vas être choqué, de faire, tu sais, moi à ce moment-là, c'était quand même mon rêve de grandir un peu plus dans le milieu. Et ils m'avaient dit, à la sortie de l'émission, tu feras des interviews avec tous les candidats. D'accord, c'était l'appât. C'était là-bas. Si tu te tais, tu feras des interviews avec les candidats. Et là, moi, je me suis dit, bah, c'est bénéf pour moi en soi. Tu sais, j'évolue un peu dans le milieu, faire des interviews, bah, ça peut me plaire. La petite précision, c'est la prod, des membres de la prod qui t'avaient fait cette proposition, ou c'est des membres du service de com de la chaîne? Non, de la prod. Ok. Et moi, tu sais, je commençais, ça faisait 1 an et demi, j'étais dans le milieu. Et moi, waouh, je voyais des paillettes dans les yeux, je me disais, waouh, le rêve, tu vois. Et finalement, bah, ça s'est pas fait, Oh, c'est bizarre. comme par hasard. Et du coup, bah, suite à ça, j'ai balancé pendant une semaine tous les scoops qui me restaient à balancer. Et ils avaient bien la rage. Mais en même temps, si C'est bête de faire ça, parce que si tu respectes pas le contrat, même s'il y avait rien de signé, c'était quand Oui. même ta parole et ma parole. Enfin, logiquement, tu respectes ta parole. Et quand j'ai vu que le contrat n'était pas respecté, bah moi c'était mort. Je savais pas me laisser faire parce que je venais d'intégrer le milieu depuis 1 an. Bah non. Donc j'ai tout balancé et je pense qu'ils ont regretté avec parce que leur programme ça a été un échec total. Et des agences de placement de produits, tu as déjà été en lien avec? Oui, je parle souvent, enfin pas souvent, mais parfois avec Wesley. Ça m'arrive, mais c'est des échanges, tu sais, très cordiaux. C'est rien à voir avec
le job ou quoi que ce soit. On parle souvent comme ça parce qu'on aime bien parler ensemble, tu sais, par rapport aux nouvelles téléréalités qui arrivent. Ils me demandent souvent mon avis sur une candidate, etc. Donc ça reste très cordial, mais non, j'ai jamais voulu travailler avec une agence. Jamais, parce que justement, je voulais pas avoir cette image de vendu. On t'a déjà proposé? Oui. Qui? C'est pas dur à deviner ça. Je préfère pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est pas un délit de proposer de Non, travailler dans une agence. je sais, mais je préfère pas le dire parce que... Une agence concurrente Voilà. de la personne que tu viens de citer, c'est ça? Peut-être bien. Ok. Bon, c'est pas dur, il n'y en a pas 36 dans le milieu de la télé-réalité. Et tu penses que cette agence t'a proposé pourquoi? C'était pour faire des placements de produits, parce que justement, oh, pardon. J'étais dans une période où mes réseaux sociaux explosaient en visibilité. Et du coup, on me proposait des grosses sommes d'argent. J'ai réfléchi, je te mens pas. Je vais pas être hypocrite, dire que j'ai pas réfléchi. Si, j'ai réfléchi. Parce que voilà, quoi, c'est énorme ce qu'on pouvait me proposer. Sauf qu'après, je me voyais pas faire des placements de produits tous les jours. Alors que c'est pas ce que je présentais à mes abonnés depuis le début. Si tu regardes mes réseaux sociaux, je fais peut-être un placement par tous les 2 mois. C'est très rare. Et ce que je propose, c'est vraiment des trucs que j'aime et qui me tient à cœur. Et je refuse beaucoup de placements d'ailleurs parce que je veux vraiment être honnête avec ma communauté parce que c'est grâce à eux que j'en suis là. C'est grâce à eux que je suis sur ton canapé à l'heure d'aujourd'hui alors qu'il y a 7 ans, je regardais tes vidéos. Tu vois ce que je veux te dire? Donc non, j'ai jamais voulu faire des placements de produits. Donc c'est vrai que j'ai réfléchi pendant un moment, mais ça s'est pas fait. Je te dis la vérité, ça s'est pas fait. Et ouais, je me suis assis sur beaucoup d'argent, mais je me voyais pas que ma story Instagram, ça devienne téléachat, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des agences qui t'ont dit ok, je te donne ça en échange, mais tu te tais sur mes candidats? Non, je pense pas. Je crois pas que ça m'est déjà arrivé. Non, non, on m'a déjà proposé de signer, mais pas en échange, non, non. Ou à moins que je m'en souviens pas, mais ça m'aurait quand même... ça me serait venu à l'idée quand même. Et toi, alors, c'est quoi ton modèle économique? Comment tu gagnes ta vie? Ça m'arrive de vendre mes scoops à des médias. Ok. Oui. C'est-à-dire des médias genre connus, Oui. genre des magazines, des trucs comme ça. Voilà, Ok. ça m'arrive, ça m'est arrivé plein de fois même. Ça m'arrive de faire des placements, comme je te dis. Mais non, je vis aisément depuis 3 ans. D'accord. Donc ça a marché très vite. Ça a très vite pris et en fait, j'ai surtout mis beaucoup de côté dès le début. Et c'est la vente aux médias de scoop qui te rapporte le plus? Ou Ouais. c'est quoi? Est-ce qu'il y a un système, est-ce qu'il y a comme sur YouTube, TikTok, un système de coût par vue en fait? Non, non, on m'avait proposé d'ailleurs de créer mon propre site. Il y avait un média qui voulait créer mon propre site et j'avais tout en fait, j'avais toute l'équipe. C'est eux qui écrivaient mes articles, c'est eux qui, le nom c'était Varwikos, le nom de mon site. Ils m'avaient même envoyé des exemples. C'était il y a peut-être 7-6 mois à peu près. Et j'avais envie de le faire, sauf que en fait, c'était monétisé au nombre de vues. Et en fait, je voyais pas mes abonnés. Je voyais pas en fait poster l'article en story et envoyer mes abonnés lire l'article pour que moi je me fasse de l'argent derrière. C'est vraiment pas. Je t'ai dit, c'est vraiment pas dans mes gènes, tu sais. Moi, je le fais surtout par passion aussi, parce que j'aime faire ça. Mais je sais que j'avais fait un sondage à mes abonnés pour savoir si ça pourrait leur plaire éventuellement. Et c'était revenu beaucoup que non et qu'ils vous préféraient regarder mes stories directement et avoir les informations que être envoyé sur un lien, nanani. Ok. Mais avec les stories, tu gagnes pas d'argent. Non, à part pour les placements de produits. Après, j'ai TikTok à côté aussi. D'accord. Bah, TikTok, tu peux gagner. Oui, TikTok, j'ai bien gagné vu que j'ai eu des vidéos qui ont fait 41 millions de vues. Si tu veux pas répondre, c'est ton droit de pas répondre, hein. Valentin, c'est un truc que je respecte, mais à 3000%. Quand tu dis je gagne confortablement ma vie depuis 3 ans, ça représente quoi? C'est quoi confortablement en fait pour toi? Par rapport à ce que je gagnais avant, surtout aussi, quand je travaillais. Je pense que c'est aussi ça. Mais non, je gagne bien. Je mets beaucoup de côté parce que je sais que c'est éphémère. Je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je suis conscient, tu vois. Je sais que ça se trouve, dans un an, on m'aura oublié. Ça se trouve, dans un an, je ferai plus ça. Ça se trouve, tu vois. Donc, je préfère mettre de côté pour des choses qui vont me servir, du genre le permis, les appartements, etc., que de dépenser, même si j'ai beaucoup dépensé, je ne me le cache pas.
C'est vrai que des fois, c'est tentant d'aller se faire tous les jours un fast-food, ou tu vois. Donc, au mois, ça revient cher, mais, euh, mais oui, on est vite tenté par les restaurants, les bars, etc. Mais après, je mets surtout beaucoup de côté. Mais oui, je vis bien. Et pourquoi Varo-Écosse? C'est simple. J'étais parti au Maroc avec mes parents plus jeunes. Et en fait, Maroc, en espagnol, c'est Marruecos. Et j'ai juste changé le M de Maroc avec le V de Valentin. Incroyable. Et on me demande souvent, et je kiffais juste le Marrakech, etc. Donc, Parce que quand on te connaît, ça va, tu vois. Moi, maintenant, je dis Varo-Écosse, bah oui, Varo-Écosse, c'est vrai. Varo-Écosse. Mais au début, ça quand faisait t'es arrivé dans le bizarre. game, Oui. c'est dur à dire. Tu sais, quand tu n'as jamais entendu ce Ma nom-là. mère, tu sais ce qu'elle dit, ma mère? Non. Et ça fait 3 ans. Elle Ouais. dit Varcoris. Alors, s'il te plaît, on ne peut pas faire pire que ma mère. Varcoris. Et à chaque fois qu'elle me dit ça, ou elle me dit Vargos. Vargos. Et à chaque fois, je lui apprends, mais elle n'arrive pas. Attends, moi, je disais quoi? Je disais pas Varo-Écosse au début. Vano-Écosse, je crois, je sais Oui, plus. mais c'est dur. Ouais, mais comme beaucoup, hein, je pense. Hein. Bah oui, mais c'est Varroécos. Ok. Comment tu as envie d'évoluer là sur les mois à venir? Tu as envie de quoi? Je Euh, la vois, moi, ton évolution. Hein. Ah ouais? Bah oui. Depuis le début où tu as commencé, tu sais, 3 ans déjà, ça passe très vite, à aujourd'hui, je vois les changements dans ta façon d'appréhender ta casquette de blogueur, ton métier de blogueur. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Bah, j'aimerais bien évoluer encore dans ce milieu-là, je ne vais pas le mentir. Depuis petit, je voulais être un peu dans le milieu télévisuel, etc. Tu sais. Donc je m'étais lancé pendant le confinement, du coup, dans le milieu de la télé-réalité. Mais moi, j'étais un gros consommateur de télé-réalité quand j'étais plus jeune. Je rentrais des cours, je tapais Les Anges 5, je faisais même pas mes devoirs, quoi. Bon, dans tous les cas, j'étais pas fan de l'école au début, comme je t'ai dit, mais voilà, je sais pas, c'était un peu, ça me faisait du bien. Je rigolais devant, etc. Pourtant, j'étais jeune, hein. Mais ouais, j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien peut-être me lancer dans de nouveaux concepts aussi, peut-être créer ma chaîne YouTube aussi. J'aimerais bien me lancer, voilà quoi. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite, Valentin. Valentin, qui aurait cru, en faisant cette interview en toute intimité, que se cachait une telle histoire de vie derrière le jeune homme qu'on voit depuis 3 ans, qui est passé par différentes étapes et qui balance les scoops sur le milieu de la télé-réalité. Mais ça me fait plaisir, tu vois, comme je te disais, que bah, pour une fois, on parle de moi, tu sais, et que c'est pas moi qui parle des candidats. Pour une fois, les gens, ils vont savoir qui je suis vraiment. Parce que c'est vrai que moi, je parle pas de moi, comme je t'ai dit, parce que je pense que j'ai l'impression à chaque fois que les gens, ils s'en fichent en fait de ma vie, si tu veux, quand je parle de moi. Donc, pourtant, non, les gens, ils me demandent à chaque fois, et tu sais que ça a été très demandé que je fasse une interview avec toi. Et ben voilà. Dans mes messages privés à chaque fois, encore il y a 2 jours. Et du coup, j'étais très content quand tu m'as proposé cette interview. Et je suis content que les gens, bah, ils vont apprendre à me découvrir enfin, quoi. Valentin, merci infiniment, parce que ce n'était pas forcément tout le temps facile de te livrer, je pense, pendant cette interview. Ça m'a fait du bien. J'espère. Ça m'a fait du bien. Mais ça a dû être aussi quelque part un exercice ouais, pour toi. parce que c'est un peu un choc de se rappeler tout ça. Oui. Pourtant, j'essaye de... Mais justement, d'en parler, peut-être que ça va Ça allège. Parce que ouais, j'en parle pas beaucoup. Bon, est-ce qu'il faut encore présenter tes réseaux sociaux, ton compte Instagram et ton compte TikTok? Si on veut te suivre, c'est Varo-Écosse avec 2 A et 2 R, tout simplement. De toute façon, ça apparaît là. Le mot de la fin, peut-être que tu connais ma tradition, je te l'offre. Moi, je vous dis au revoir à tous. Prenez soin de vous. Merci pour votre loyauté, votre fidélité, votre bienveillance dans les commentaires. Valentin, à toi de conclure. Bah, également, merci à tous les agiateurs et à les agiatrices. J'ai appris à le dire parce que je disais agiateuse. Mais merci. Sauf que là, on n'est pas sur Aja, mon petit chat. Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui. Bah, on dit comment? Merci aux téléspectateurs alors. Merci à ma communauté. Merci à la communauté de Sam, merci à la mienne aussi, merci parce qu'ils sont très bienveillants, ta communauté. Ah c'est oui. dingue, parce que la dernière fois que j'ai fait Aja, j'ai reçu des centaines de messages d'amour et de soutien et ça m'a vraiment touché. Donc merci et n'hésitez pas à me suivre et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Ciao, bye bye.